Et ce qui les différencie, c'est qu'ils essaient pas de compétitionner vraiment avec la partie consommateur, comme le fait un ChatGPT et un Claude. Donc, ils s'attaquent vraiment aux entreprises. Et dernière rumeur, ils sont rendus à 200 millions de dollars de revenus récurrents, forte croissance. Ils ont signé un contrat avec le gouvernement. Donc, ils essaient de vraiment apporter l'IA au sein du gouvernement canadien. Présentement, il serait dans le top 3 mondial des entreprises d'intelligence artificielle orientées sur les grandes entreprises. Donc, est-ce que tu penses qu'ils ont les reins solides pour aller compétitionner au plus haut niveau et ça encore longtemps? Donc, juste avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, je veux vous parler d'un événement incontournable qui va avoir lieu à Montréal le 10 septembre prochain et j'ai nommé la conférence Ça se passe annuelle qui va avoir lieu dans les bureaux de WorkLeap à Griffintown à Montréal. Je suis tellement heureux de vous parler de cet événement-là aujourd'hui parce que premièrement, c'est un événement avec quelqu'un que j'apprécie grandement. On parle ici de François Lantier-Nadeau, fondateur du podcast, ou plutôt de l'écosystème Ça se passe, qui se spécialise dans les SaaS au Québec. Et pour son événement, il a décidé de faire les choses en grand. Je vous dis un peu les gens qui vont y avoir à l'intérieur même de sa conférence et qui vont donner des présentations. On parle ici de Julien Smith, qui a fondé Breeder, une organisation qui a levé plus de 150 millions de dollars. Maintenant, il a fondé l'organisation Practice, qui présentement a reçu des financements de Tony Robbins et de plusieurs joueurs importants dans le milieu. Il y aura également, bien entendu, les gens de chez WorkLeap, donc Guillaume Roy, qui est un des cofondateurs de chez WorkLeap, qui est en train de faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle à l'intérieur même des logiciels de WorkLeap. Il va donner également une présentation. Il va également y avoir Vicky Boudreau, qui est CEO et fondatrice de A-List, une organisation en très forte croissance également. Il va y avoir un Pitch Fest plus tard dans la journée où est-ce que, comme François les nomme, les jeunes loups vont présenter des nouvelles organisations, des gens qui ont un petit peu plus d'expérience pour aller chercher du financement possible. Bref, c'est l'endroit où se retrouver le 10 septembre prochain. François Lantier-Nadeau a fait des choses en grand avec la conférence annuelle Ça se passe. Il restera peut-être plus beaucoup de billets au moment que vous écoutez le podcast, donc allez chercher votre billet. Il y a un lien dans les notes de l'épisode. Vous encouragez du même coup une organisation d'ici qui fait des choses assez exceptionnelles pour les SaaS du Québec. Donc, allez voir le tout. conf.saspasse.com pour avoir les billets ou encore dans les notes de l'épisode. On retourne au podcast du jour. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines avec nous sur le micro du podcast Hypercroissance, nous parler de fonds d'investissement, de venture capitalists, d'investissement qui se fait sur des entreprises en technologie, d'accélération. Bref, on est de retour aujourd'hui avec Nectarios Economakis qui va nous parler, bien entendu, de l'état des investissements qui se font dans le monde technologique et dans le monde des entreprises en général. Nectarios, comment vas-tu aujourd'hui? Super, super. Merci beaucoup de l'invitation, Antoine. Très ravi d'être parmi toi encore. Et effectivement, puis je pense que c'est notre audience également qui va bénéficier de tout ça. On parle très souvent sur le podcast d'IA, de tech, mais la seule manière qu'on est capable de créer ces entreprises-là, c'est avec du capital. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler un petit peu comment que le capital est déployé en ce moment, quelles sont les tendances sur le marché. Mais avant toute chose, dis-moi, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais en train de clôturer tranquillement le premier fonds pour Amiral que tu es en train de construire avant qu'on parle des tendances de l'état du moment. Comment vont les choses de votre côté? Je veux dire que ça avance. C'est peut-être un peu un pas de tortue, mais finalement, je pense qu'on peut dire on va avoir un vrai fonds d'ici quelques mois. Donc, je ne vais pas nécessairement vendre la peau de l'ours aussi. Mais les choses vont bien. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de données qui démontrent que ça a été difficile les dernières années pour lancer des fonds, surtout pour la catégorie de gestionnaires émergents, qui veut dire tout simplement les nouvelles personnes, comme moi et mes deux partenaires, parce qu'on a un nouveau partnership et malgré notre belle expérience, mais on tombe derrière la file, malheureusement. Donc, je pense que finalement, là, on est sur le point de lancer Amiral et on est très content. Ça aurait pris presque 3 ans. Donc, beaucoup de sueur, beaucoup de nuits sans sommeil, mais on est sur le point d'aller être au fil de départ. Donc, ça a pris 3 ans pour le mettre dans la vie et très content et très excité par notre mission. Et dis-moi, comment allez-vous vous différencier des gros joueurs qui peuvent se
mettre en place au Québec et même aux États-Unis et ailleurs? Quel va être un petit peu votre point de différenciation avec Amiral? C'est une bonne question, Antoine, parce que ultimement, ce qu'on vend, c'est une commodité, on vend l'argent. Donc, c'est la même chose pour tout le monde, mais ce qui arrive en termes de dynamique dans le marché, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au Canada, on n'a pas assez de fonds comme le nôtre. Il y en a plusieurs de très, très bons, mais il y en a juste pas assez. Donc, qu'est-ce qui arrive comme dynamique? C'est que il y a trop de beaux startups versus l'argent qui est disponible. Donc, notre différenciation, vraiment, c'est pas nécessairement contre les autres fonds, nos partenaires ici au Québec. La dynamique qui arrive, c'est que les meilleures entreprises ont l'embarras du choix, surtout aux États-Unis. Donc, les fonds américains débarquent et prennent, très, très tôt dans le cycle de vie de l'entreprise, prennent une proportion d'équité en investissant dans nos startups québécois. En fait, la statistique, c'est que 2/3 des rondes des séries A dans le pays se font mener par des fonds américains. Et donc, quand tu prends un pas de recul, tu regardes ça, tu dis tous les meilleurs espoirs en technologie qui est le futur de l'économie se fait aspirer par les États-Unis. C'est pas nécessairement très sain, selon moi. Donc, on essaie de contrer un peu ça. Donc, on va jouer un rôle pour essayer de dire, avoir une offre pour les fondateurs, dire, hey, prenez notre argent et on va vous aider de bâtir ici, dans ce pays. Juste pour être certain de bien comprendre la dynamique complète ici, on s'entend, il y a des organisations au Canada qui veulent lever des fonds, mais si tu avais à me donner le contre-exemple en termes de pourcentage ou même en termes de ratio, comparativement à ce qu'on a aux États-Unis, on parle de quoi environ sur une entreprise qui lève des fonds au Canada, une ronde de 5, 10, 15 millions de dollars peut-être, combien j'en ai en moyenne à peu près aux États-Unis? Ah, c'est une bonne question. J'ai pas une bonne réponse. J'ai déjà vu des statistiques à ce niveau-là, mais en termes de nombre, aux États-Unis, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette notion de déséquilibre est à l'envers. Il y a trop de fonds, il y a trop de capital qui court après les fondateurs. Donc, c'est pour ça qu'on voit de gonflements dans les valeurs. Évidemment, c'est une échelle complètement différente. Donc, il y a plus de capital. Et on pourrait parler des sources de capital aussi. Qu'est-ce qui explique qu'il y a plus de capital aux States qu'ici? Essentiellement, il y a plus de portes que tu peux gagner pour lever un fonds. Évidemment, il y a beaucoup plus de capital. C'est quand même, c'est le pays le plus riche pour l'instant. Et donc, c'est ça qui arrive. Tu peux lever un fonds un peu plus facilement. Et aussi, il y a beaucoup plus de méga fonds. Ici, on a un couple, je respecte énormément le fonds comme Innovia, le fonds comme Georgian ou Radical. Les deux derniers sont en Ontario, mais il y en a pas vraiment tant que ça. Aux States, il y a des fonds qui se lèvent vraiment coups de milliards. Donc, ça donne beaucoup plus de choix aux fondateurs. Et pourquoi tu veux rester au Canada? Je comprends l'idée, la noblesse de vouloir aider nos organisations canadiennes et je respecte le tout. Tout de même, est-ce que tu crois que tu es capable de davantage te différencier ici qu'aux États-Unis? Ben, en fait, c'est une question un petit peu nationaliste. Donc, la façon que je réponds à ça aux fondateurs, c'est comme si tu reçois des meilleurs termes d'investisseurs américains avec une meilleure valo. Vas-y, fais-le pour toi, pour ton héritage. Donc, notre façon de compétitionner, c'est pas d'offrir un escompte, ça va être d'offrir quelque chose que le fondateur pense qu'il va l'aider, l'optimiser dans son parcours. Et je pense que il y a aussi cette option, mais tu peux rester bâtir d'ici. On a eu plein d'exemples. Évidemment, il y en a un très connu qui a été fondé à Ottawa, qui s'appelle Shopify. Donc, avec une valorisation de 200 milliards, mais qui est rendu, dans les dernières semaines, si tu n'as pas suivi, c'est rendu la plus grande compagnie canadienne. Mais Absolument. Ce qui est un peu triste là-dedans, tu regardes le top 10 des entreprises canadiennes, Shopify maintenant, C'est des banques. top de palmarès. Ça a été fondé en 2006. Toutes les autres qu'on a mentionnées, banques, etc., ça fait plus de 100 ans qu'ils sont en existence. Donc, évidemment, complètement le contraire aux États-Unis. Les top 10 entreprises sont toutes des compagnies tech, les Apple, Google, etc., qui sont nées dans les 30, 40 dernières années. Et donc, je pense que pour en avoir un écosystème, une économie en santé, il faut qu'on passe à une économie du savoir, du numérique. Et ça passe par les startups, ça passe par l'investissement en technologie. Et est-ce que ça passe également par juste un changement de mindset? Parce que j'aurais tendance à croire qu'au final, ça part aussi de l'envie de l'entrepreneur de vouloir créer une organisation mondiale qui va s'installer, qui va pouvoir compétitionner avec les plus gros joueurs mondiaux. Il y a une dynamique peut-être qui est plus
intégrer dès le départ aux États-Unis comme ça, d'aller grand, d'être partout et de le faire le plus rapidement possible. Bien entendu, on peut comprendre que le marché est beaucoup plus fertile à ça. Mais tout de même, est-ce que toi, dans le travail que tu vas avoir à faire, c'est peut-être également ça que tu vas vouloir tenter d'intégrer, d'injecter à une communauté d'entrepreneurs, c'est de se dire, vois plus gros, vois plus grand, on a des fonds ici, parce que au final, c'est bien d'investir dans les entreprises ici, mais s'il n'y a pas le déclic dans la tête des entrepreneurs, et moi inclus, et les autres personnes même qui viennent sur le podcast, on ne va pas pouvoir créer ces grandes entreprises comme Shopify. C'est une bonne question. Je réfléchis beaucoup à cette question, Antoine. Donc, je pense, de prime abord, je pense pas qu'il y ait généralement un problème. Je pense que je rencontre assez de fondateurs dans mon quotidien qui rêvent grand, qui veulent vraiment bâtir une entreprise mondiale. Donc, il faut équiper ce monde-là, leur fournir évidemment du cash. Donc, il y a un rôle que je peux jouer, mais il y a aussi plein d'autres niveaux qu'on peut faire. Je pense qu'il y a une certaine vérité aussi qui est inconfortable de peut-être en parler, de cette vérité. Ah, tu as fait une sortie et là, tu es confortable avec ton chalet et ton bateau. Tu veux pas nécessairement aller faire un autre grand coup. Je pense que ça, c'est un petit peu vrai aussi, qu'on ne réinvestit pas assez dans le secteur tech. Donc, surtout les entreprises tech, il y a quand même une tendance qu'on voit aux États-Unis. Ça a été inventé en Californie. Donc, évidemment, je dois leur lever mon chapeau à ça. T'es un entrepreneur, tu as bâti une entreprise, tu as fait une sortie. Une grande partie de ton acquis, de ton net asset, tu vas les remettre dans des startups, tu vas investir dans des fonds, qui est moins commun ici. C'est un petit peu moins commun de ce que j'ai vu. Nous, on est quand même assez contents parce que pour Amiral, on a une quarantaine d'entrepreneurs tech qui investissent dans le fond et on fait un peu de bruit sur ça sur les médias sociaux pour essayer de dire, mais il y a quand même certains mouvements de fondateurs qui soutiennent notre mission. Mais généralement, je pense que oui, il y a un peu ça, que des fois, on va être content avec un double, un simple ou un double. Puis, des fois, mais t'as fait ton simple ou double, mais vas-y, essaie un coup de circuit après. Et pour les gens qui écoutent le podcast, parce que je vous le promets, on va commencer, on va parler des tendances, mais ça faisait longtemps que Nectarios et moi s'était parlé, donc on prend des nouvelles également sur le podcast. Pour les gens qui auraient un intérêt à se dire comment ça fonctionne investir avec Nectarios, comment ça fonctionne investir avec Amiral, peux-tu juste nous dire un petit peu c'est quoi le ticket d'entrée que vous regardez avec les fondateurs? Quelle est votre thèse également d'investissement, si tu veux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Je pense que on va parler beaucoup du mot à la mode qui a 2 lettres aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette technologie-là qui nous préoccupe beaucoup, mais pas uniquement. Donc, d'une façon très simple, on regarde tout ce qui est enterprise AI, donc l'intelligence artificielle, la technologie en entreprise. Et ça se décline en 3 secteurs. Donc, tout ce qui touche la productivité, comment est-ce que la technologie peut être les entreprises être plus productifs, et on en a en jeu de ça dans le pays. Tout ce qui touche la durabilité, donc réduire, consommer moins, avoir une meilleure empreinte carbone, par exemple, on regarde ces technologies-là. Et le troisième, tout ce qui touche la résilience de l'économie de l'entreprise. C'est donc cybersécurité, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, donc tout ce qui touche l'industriel à un certain niveau aussi. Donc, c'est vraiment, je pense qu'une thèse qui, on le voit, la démondialisation qui est en train de se passer à cause d'une... il y a le côté politique, mais aussi juste le côté aussi disponibilité de la technologie qui va permettre à chaque économie dans le monde de se bâtir son propre sorte manufacturé, et donc et pas nécessairement faire livrer des choses en Asie. T'sais. Donc, je pense que ça va être meilleur aussi pour la santé économique du monde. Donc, si on veut en savoir plus, on va parler directement à Nectarios sur LinkedIn, je comprends bien, pour peut-être venir réinjecter du capital qu'on a gagné en tant qu'entrepreneur dans une économie qu'on veut faire grandir encore plus grande. Et moi, je suis d'accord avec toi. Si on a des gains, ben c'est bien le marché boursier, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que venir réinjecter pour faire accélérer d'autres entreprises qui sont dans le giron canadien, québécois, tout ça, parce qu'il y en a des belles organisations. Il y en a des très, très belles organisations. Et pourquoi on ne commencerait pas avec une d'entre elles? On parle souvent des États-Unis comme investissement qui se met en place au niveau des venture capitalists, mais j'aimerais t'entendre ici, Nectarios, sur Cohere, une organisation d'IA qui vient de lever 500 millions de dollars, une valorisation boursière, ou du moins une valorisation, parce que l'entreprise n'est pas encore sur le marché boursier, à 6,8 milliards de dollars. Une entreprise IA d'ici.
Également, ils ont été capables de faire venir des gens très connus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Peut-être tu veux nous en dire un petit peu plus. Que penses-tu de l'organisation? Que penses-tu de cette ronde de financement? Et peut-être même, tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Cohere. Oui, absolument. Mais premièrement, je pense que c'est une nouvelle super excitante pour l'économie tech. Et tu as parlé un peu, tu sais, un petit aparté avant de parler Courier, c'est que on démontre que ça se fait dans le pays. Tu sais, genre, on a plusieurs exemples, mais on a besoin de plus pour tu sais, essayer d'attirer des entrepreneurs qui veulent bâtir d'ici. Je pense que Courier, c'est un bon exemple. Rapidement, l'histoire de l'entreprise est vraiment fascinante. C'est le fondateur PDG, ils sont trois cofondateurs de mémoire, mais le CEO, c'est Aiden Gomez. Et c'était un des personnes qui était derrière la fameuse étude qui a commencé le bal de toute la révolution IA des dernières années. Il travaillait chez Google à l'époque en 2017. Il était co-auteur de la publication par Google qui s'appelait Attention is all you need. Et c'est cette recherche-là qui est à la base ce qu'ils appellent en anglais les transformers. Donc, si tu connais un petit peu à propos des LLM, tout ce qui se passe, c'est vraiment grâce à cette innovation en 2017 qui s'appelle les transformers qu'aujourd'hui, ChatGPT et tout le reste sont vraiment nés. Donc, c'est un des parrains de cette technologie-là. Donc, il est co-auteur. Donc, et lui, il travaille, je pense, à Californie à ce moment-là. Et là, il est revenu à Toronto et il a fondé Cohere, je pense, en 2019-2020. Donc, un petit peu en même temps que toute cette vague-là. Et ce qui les différencie, c'est qu'ils essaient pas de compétitionner vraiment avec la partie consommateur comme le fait un ChatGPT et un Claude. Ils vont vraiment pour tout ce qui est enterprise. Donc, ils s'attaquent vraiment à les entreprises. Et dernière rumeur, c'est qu'on s'est rendu à 200 millions de dollars de revenus récurrents, forte croissance. Ils ont signé un contrat avec le gouvernement. Donc, ils essaient de vraiment apporter l'IA au sein du gouvernement canadien. Donc, probablement que d'autres gouvernements seront quand même été intéressés par cette politique-là. Donc, super le fun, super excitant. Tu sais, je pense que ça a été valorisé, comme tu as dit, presque 7 milliards. Et c'est vraiment une étoile montante dans l'IA aujourd'hui. Et bon, tu vois, les gens qui ont investi dans l'organisation, NVIDIA a investi, AMD, Salesforce, PSP Investment également. Puis bon, le point que j'avais mentionné plus tôt qui mérite d'être exprimé à notre audience, Joëlle Pinault se joint à l'organisation qui était chez Meta avant. Elle se joint comme Chief AI Officer. On discutait un petit peu avant le podcast. Est-ce que c'est un CTO maintenant, un Chief AI Officer? Pas encore, peut-être bientôt, mais bon, c'est intéressant de voir également qu'ils sont capables de rapatrier des joueurs canadiens. Ben oui. Joël, évidemment, était très connu et très connu dans le monde de l'IA, évidemment avec son rôle chez Facebook. Et ma compréhension de son rôle, ça va être vraiment axé beaucoup sur la partie recherche, ce qu'elle faisait chez Meta. Évidemment, l'IA aujourd'hui, beaucoup des avancées sont grâce aux nouvelles techniques de recherche qui se font. Donc, c'est pas simplement la partie ingénierie, une grande partie de essayer de faire la recherche et comprendre où est-ce qu'on peut amener les prochains modèles qui sont très performants. Et donc, vraiment, un beau coup. Cohere a aussi ouvert un bureau à Montréal récemment. Et donc, ils sont en pleine expansion à travers le monde. Et donc, ça fait, comment dire, c'est une belle chose parce que je pense que tu as besoin de ce grand joueur-là qui va, attirer le talent. Tu sais. On peut penser ici au MILA à Montréal, tu sais, ou au Vector Institute à Toronto et l'autre centre d'IA en Alberta. Mais tout ce monde-là qui étudie en IA ici au Canada, mais se font souvent aspirer aux États-Unis. Tu sais, on l'a vu avec Joël, tu sais, Meta, etc. Donc, leur donner le choix de, hey, peut-être tu peux le faire pour une compagnie canadienne et avec un bon salaire. C'est ça qu'on a besoin, tu sais, pour essayer de protéger un peu les entreprises tech ici et pas devenir une économie de filiale. Et l'autre point avec Cohere, c'est parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de vent dans les voiles et donc où ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense que c'est juste le début. Non, puis c'est exceptionnel. Regarde, je suis en train de confirmer quelques chiffres que je te disais. Présentement, il serait dans le top 3 mondial des entreprises d'intelligence artificielle orientées, et là, je vais mettre l'emphase là-dessus, orientées sur les grandes entreprises. Donc, on ne parle pas des joueurs directement au niveau des consommateurs, comme tu l'as si bien mentionné plus tôt. Donc, c'est pour cette raison-là que vous ne l'utilisez pas dans votre quotidien comme vous allez utiliser un Claude ou un ChatGPT. Soyons clairs là-dessus. Mais c'est assez intéressant. Et bon, comme tu l'as mentionné, ils ont pris un contrat avec le gouvernement canadien. Donc, c'est un produit local. C'est stratégique de prendre des ententes d'IA avec un joueur local.
Et qu'est-ce que tu vois dans la suite pour cette organisation-là? Est-ce que tu penses qu'ils ont les reins solides pour aller compétitionner au plus haut niveau et ça encore longtemps? Parce que c'est une discussion que j'ai continuellement, Nectarios, avec Jonathan Léveillé sur le podcast. J'ai l'impression que c'est la comparaison un petit peu que je vois en ce moment dans l'univers de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une guerre à coups de capital qui semble être infinie. Et ça me rappelle brièvement un petit peu ce qu'on avait été capable de voir dans le passé pour les gens qui sont capables de se ramener à peu près 8 à 10 années en arrière, les guerres qu'on avait vues dans l'arrivée des Uber et des Lyft de ce monde. Donc, il y avait vraiment continuellement du capital excessivement agressif qui est élevé, autant de Uber et de Lyft, simplement pour aller gagner le maximum de parts de marché. Et comme toutes les entreprises technologiques, quand les parts de marché sont prises, par la suite, on a un certain, comment on dit ça en anglais, un price power. On est capable d'augmenter nos prix et de trouver une thèse de profitabilité qui se met en place. Mais tous ces joueurs-là, en ce moment, je trouve qu'il y a un parallèle qui s'installe ici parce qu'il y a beaucoup de capital en jeu. Et à un certain moment donné, oui, certains joueurs vont pouvoir s'intégrer. Oui, ce ne sera pas nécessairement une organisation qui va tout gagner, mais il va quand même y avoir des gagnants et des perdants. Donc, est-ce que tu penses que Corey est bien installé pour le long terme? C'est moi une question. Personne n'a une boule de cristal. Je pense que juste de ce que je peux percevoir des dirigeants de l'entreprise, la culture qu'ils ont bâtie et la stratégie qu'ils utilisent, ils sont vraiment partis dans la bonne direction. Donc là-dessus, ça donne beaucoup de conviction qu'ils font les bonnes choses et qu'ils essaient pas de jouer le même type de jeu que d'autres font. On peut penser, je pense OpenAI a récemment levé 40 milliards, la plus grande ronde d'une entreprise privée dans tous les temps. Anthropic, et je pense que c'était aussi dans les rumeurs récemment pour lever 10 milliards. Donc, évidemment, eux, ils ont accès à du capital privé qui regarde la taille du marché potentiel d'IA avec beaucoup de c'est quoi le mot que je cherche en anglais? Greed. Donc, avec beaucoup de potentiel. Ma perspective, si je prends une pointe de recul, il y a un très bon livre que j'invite tes auditeurs à lire, là, c'est de Carlota Perez. Il parle beaucoup de ces grandes révolutions technologiques. Et en fait, il y a aussi des blog posts qu'elle écrit sur ce niveau. Donc, elle le voit vraiment en grande phase. Il y a comme la façon qu'elle le décrit, il y a la partie de l'espèce de Big Bang, le installation period, où est-ce qu'on va mettre beaucoup d'argent. Il y a des bulles qui se créent. On peut parler de bulles de Valo aujourd'hui, suivi par le déploiement. Donc, aujourd'hui, on est clairement dans la phase installation, si tu veux, de l'IA, où est-ce il y a certainement du surinvestissement qui se fait. Toutes les grandes compagnies technologiques et la plus grande compagnie aujourd'hui dans le monde, point de vue valorisation, s'appelle Nvidia. Et donc, il y a quelqu'un qui bénéficie de toute cette grande partie installation de la plomberie. Mais le déploiement, d'où est-ce que ça va aller vraiment, pas juste comme un chatbot, mais ça va être installé à travers toutes les différentes sphères dans la société. On n'est pas encore rendu là, mais ça arrive. Donc, je pense que contrairement à moi, si tu me demandes mon opinion, la prochaine question, ça serait probablement est-ce qu'on vit dans une bulle ou non? Moi, j'aurais tendance à dire oui, il y a certainement une bulle au niveau des valos et du cash éjecté, mais j'ai pas le sentiment de revivre 2001 non plus. Ou est-ce que ça a été vraiment l'hystérie qui n'était pas fondée dans la réalité? Aujourd'hui, si tu réagis les chiffres d'OpenAI, ils commencent à toucher 500 millions de personnes, 600 millions de personnes par semaine. Donc, c'est pas des petits chiffres non plus. Non, c'est pas des petits chiffres. 700 millions d'usagers actifs par semaine chez OpenAI, 12 milliards de dollars de revenus annuels et récurrents. C'est assez exceptionnel, les chiffres d'OpenAI. Et la raison pourquoi je te posais cette question, Nectarios, c'est de me dire, à un certain point, est-ce qu'il y a même de la valeur à être un numéro 5, 6, 7 dans le marché quand tout le monde va vouloir avoir les modèles, et même les entreprises vont vouloir avoir des modèles qui sont le plus proches de la plus grande qualité qu'on est capable de retrouver. On le voit très, très bien en ce moment, les différents modèles d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vit mal. Je ne pense pas que toi et moi, on veut aller utiliser l'intelligence artificielle GPT 3.5 en ce moment, qu'on a été capable de toucher à GPT 5. Bon, même si il n'est peut-être pas aussi bon que ce qu'on avait pensé, mais je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, dans un contexte comme ça, il est là ma question de me dire à quel point qu'un joueur qui bâtit une grande entreprise, mais qui devient numéro 6, numéro 7, numéro 8 mondial,
peut littéralement aller gagner tranquillement encore des parts de marché comparativement à d'autres joueurs qui semblent, et ça on le voit de plus en plus, qui semblent attaquer de tous les fronts. Un OpenAI, un Anthropic, tranquillement, on le voit même que Grok a été capable de signer un contrat gouvernemental à 200 millions de dollars avec le gouvernement américain récemment, vont attaquer de plus en plus, pardonne-moi l'anglicisme ici, mais les gros deals en entreprise, c'est là souvent qu'ils vont être capables de faire de l'argent. Donc, c'est là mon questionnement de me dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces organisations-là? Parce qu'on regarde les plus petits joueurs qui étaient devant nous aux États-Unis, les Skelly Isle, les Windsurf, ça a continuellement terminé avec des acquisitions. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on pourrait voir peut-être avec Courier dans le futur ou ils ont vraiment un coup qui serait capable d'aller jouer dans la cour des grands et ça pendant encore longtemps? C'est une bonne question. Encore une fois, je n'ai pas de bout de cristal, mais je pense que ce que tu dis est généralement très vrai. Un marché et en maturité va avoir 2 ou 3 grands gagnants, grand max. On l'a vu dans le monde de la publicité numérique. Aujourd'hui, Google et Meta qui ramassent évidemment des très grandes parts de marché. On l'a vu, même si Google était genre le 19e moteur de recherche, aujourd'hui, tu utilises pas mal Google et rendu 1 dans leur cas en termes de catégorie. Dans le cas de Cohere, spécifiquement, je pense pas qu'ils jouent exactement dans le même marché que OpenAI. Je pense que OpenAI, Gemini, Meta se confrontent vraiment du côté consommateur comme le grand, comment dire, le honeypot at the end of the rainbow. C'est vraiment ça comme grand objectif. L'approche de Cohere est orthogonale. Ils vont vraiment essayer de chercher de enterprise. Et c'est pas pour dire que Google et OpenAI vont pas vouloir rentrer dans ce marché aussi éventuellement, mais ils pensent vraiment à tout ce qui est sécurité, protection des données, on-prem, des choses qu'aujourd'hui, je pense qu'un Google ne regarde pas vraiment. Ils sont beaucoup plus à s'assurer que Gemini tombe dans les mains des consommateurs pour protéger évidemment leur marché. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est peut-être un marché différent aussi. Donc, c'est quand même une très bonne question et tout. Et pourquoi c'est une période assez intéressante aujourd'hui? Je pense que la poussière n'a pas retombé. Tu as parlé d'autres entreprises comme Windsurf et on peut parler de Cursor aussi, que là, les grandes compagnies d'LLM sont super intéressées à tout ce qui est le fameux vibe coding, right? Eux le voient comme une extension naturelle de leur marché, qui fait quand même énormément de sens. Parce que si tu es capable de gagner l'attention du développeur dans ton produit, ça vaut énormément d'argent. Donc, je pense que là-dessus, ils se confrontent à un marché, mais qui n'est pas la stratégie de Cohere. Ils ne sont pas en train de développer un produit vibe coding non plus. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Non, c'est directement sur les entreprises. Intéressant tout ça. Ça ouvre une porte un peu... j'en ai parlé brièvement sur le podcast récemment, mais je ramène ça à ton attention. À quel point que ça fait peur en ce moment à un venture capitalist comme toi et aux autres
dans le domaine, ce qui est en train de se dérouler avec les grands joueurs technologiques. Un peu de contexte que je vais donner à l'audience aujourd'hui. Un des modèles d'affaires du VC, c'est d'investir dans des organisations et ultimement, il y a deux, on pourrait dire, résultats très intéressants possibles qui se mettent en place. Il y en a des moins bons qu'on parlera par la suite. Un, une émission publique. Ça se déroule très rarement, mais ça peut arriver et ça peut changer la vie de beaucoup de gens qui font partie de ce fonds. Ou deux, une sortie. Et les sorties, très souvent, vont être avec des grands joueurs technologiques. La troisième option, bon, des fois, on peut passer d'un modèle VC à un modèle davantage qu'on va appeler le private equity. Donc, l'organisation n'a plus le même rythme de croissance. On va peut-être arrêter de uniquement penser à la croissance et on va penser un petit peu plus à la profitabilité. Et là, c'est là que le modèle peut changer un peu. Donc, il y a quelques sorties possibles, mais habituellement, les plus belles, les plus intéressantes sont une émission publique ou bien entendu une vente à une grande organisation. Le jeu a comme changé, on dirait, un petit peu récemment. C'est-à-dire que dans le passé, ces grandes entreprises qui allaient acheter des petites entreprises continuent à acheter des organisations. Hein, ce n'est pas terminé. Mais le jeu a changé dans le sens où est-ce que l'actif numéro un qu'on a été capable de voir récemment semble être l'individu seul plutôt que l'individu mixé avec la technologie qu'il a été capable de construire dans une entreprise. Et bon, ça a créé un marché qui a beaucoup, beaucoup évolué dans les derniers temps. Et bien entendu, je parle ici de ce qui s'est déroulé avec Windsurf, où est-ce que le CEO de Windsurf est allé chez Google pour un chèque de plusieurs centaines de millions de dollars. Et lui, il a laissé son entreprise du jour au lendemain. Tous ses employés ont absolument rien reçu. On n'a qu'à penser à Scale AI. Ça s'est fait un petit peu différemment. Ici, il y a eu une injection d'environ, je crois, 15 milliards de dollars de Meta pour prendre 49 % des parts de l'organisation, en échange que le CEO de Scale AI devienne en charge du laboratoire d'intelligence artificielle chez Meta. Donc, bref, on dirait que le jeu change un peu. Est-ce que ça inquiète un VC comme toi? Comment on est capable d'entourer des cas comme ça? Bon, tu apportes plusieurs sujets reliés, mais un petit peu distincts. Donc, je vais commencer à parler un peu à ta question de est-ce que les investisseurs en capital de risque doivent avoir peur de ce qui se passe. Donc, d'un certain sens, oui, mais pas pour les raisons que tu penses. Donc, je pense que il y a deux phénomènes qui vont un contre l'autre. Un qui est quand même positif pour le monde du VC, c'est la capacité d'une entreprise de scaler le plus rapidement que possible. On l'a vu avec Cursor, première entreprise à avoir 100 millions de dollars à l'intérieur d'une année. On le voit avec plein d'autres business. Donc, si comme VC, si tu rentres dans les premières loges d'entreprise et du jour au lendemain, elle est rendue avec 9 chiffres de revenus, c'est quand même assez bon pour ton rendement. Donc, il y a quand même cette capacité de croissance, de hyper-croissance, pun intended, qui est vraiment du jamais vu un peu. Donc, ça risque de se poursuivre. De l'autre côté, ben, l'autre tendance qui va à l'encontre de ça, c'est que les entreprises restent privées plus longtemps qu'avant. Et dans le modèle d'affaires du VC, mais tu as besoin de retourner ton capital à tes investisseurs qui sont nommés des LP. Donc, des LP attendent les retours après 5, 7, 6 ans, 5, 6, 7 ans. Mais ça prend aujourd'hui plus longtemps que ça. Donc, cet retour-là se prend plus longtemps qu'auparavant. Donc, qu'est-ce qui arrive là-dessus? Donc, sur cette tendance-là, on peut parler d'une chose intéressante qui survient, c'est un nouveau marché de secondaire qui s'ouvre. On le voit avec OpenAI, on le voit avec d'autres grands joueurs que il y a des marchés aujourd'hui où tu pourrais pas aller chercher il y a 10 ans une ronde de 40 milliards dans les marchés privés, mais aujourd'hui, ça se fait. Et sur des petites échelles, c'est ça qui se passe dans le monde du VC. Donc, il y a tout un nouveau marché qui s'ouvre pour offrir des liquidités aux employés et aux investisseurs. L'autre chose, tu as parlé de la fenêtre du IPO, mais c'est toujours un espèce de fait boomerang qui revient. Des fois, c'est ouvert, des fois, ça ferme. Là, on est vraiment sur la partie de ça ouvre de nouveau. Et donc, on voit plein d'entreprises qui commencent à bénéficier. Donc, mais ça, c'est toujours cyclique, j'allais dire. Donc, c'est pas nécessairement lié à l'IA ou ainsi de suite, mais c'est vraiment lié plus aux conditions économiques. Et donc, et le troisième point que tu as porté sur Windsurf, etc., je ne vais pas parler, c'est plus des choses de potin que tu as lues. Je pense que ça, c'est un petit peu plus politique qu'autre chose parce que c'est les grandes compagnies de tech ont tellement peur de se faire taper sur les doigts par le FCC, essayer de trouver des façons détournées de faire des acquisitions. On en a parlé un peu la dernière fois des acquihire à coups de milliards. Donc ça, j'allais dire, c'est plus un effet de politique américaine que une tendance tech en tant que telle. Je trouve là-dedans qui est plus intéressant comme trend, que je pense c'est peut-être plus long terme, c'est cette notion de les chercheurs en AI qui sont un peu rendus un peu des stars
comme les joueurs Ouais. des sports professionnels. Tu sais, tu te fais donner un contrat de 100 millions, et bienvenue à équipe Meta ou bienvenue à équipe Google. Il y a un podcast assez intéressant qui fait un peu de pouce là-dessus. Ça s'appelle TBPN. Je sais pas t'as entendu parler. Ça s'appelle le Technology Brothers Podcast Network. C'est deux gars qui sortent du monde startup tech. C'est des anciens VC, je pense aussi. And c'est rendu comme une émission très, très populaire ces temps-ci. Mais c'est rendu, je l'écoute pas parce que c'est comme le CNN du tech, tu sais. C'est une émission qui dure 3-4 heures par jour. Littéralement, je pense qu'ils font ça 3-4 heures par jour. Et donc, si t'es dans ce milieu-là, tu t'écoutes ça un peu comme ta radio. Et eux, ce qu'ils ont commencé à faire sur les médias sociaux, c'est comme quand il y a eu, le cas de Scale AI ou un chercheur, ils font des espèces d'images comme les cartes de sport, tu sais, échangées en bêta. Comme dans le temps que tu avais les cartes physiques. Tu sais, donc, le trend là que je trouve intéressant, c'est est-ce que le poids revient beaucoup à l'individu. Tu sais, donc, si tu es quelqu'un de très, très compétent dans un domaine en très forte demande, je pense qu'il y a une notion d'avoir, mais pratiquement une agence qui peut te comme vraiment te back et t'offrir plus de choix. Donc, il y a quand même une tendance intéressante sur nous. Mais je reviens tout de même, par contre, au point de windsurf ici. C'est pas tellement intéressant pour les investisseurs si du jour au lendemain, le CEO de l'organisation avec laquelle tu as investi beaucoup d'argent s'en va se faire dénicher par Google et que toi, au final, tu touches absolument rien. Tu n'as plus le CEO de l'organisation parce que c'est ce qui s'est déroulé ici. Peut-être la personne ou une des personnes, on ne le sait pas, c'est pas toujours la personne la plus importante, mais habituellement, il y a une grande importance de CEO qui part comme ça avec un contrat pour lui qui, bon, peut-être que les investisseurs ont été capables de toucher X, Y, Z. On n'a pas tous les détails ici, mais tout de même, j'ai l'impression que ça peut être excessivement néfaste pour une organisation parce que par la suite, l'organisation elle-même se dit, est-ce que la mission vaut encore quelque chose? Est-ce qu'on a encore un point d'ancrage dans l'organisation? Donc, c'est là mon point de me dire, tu es un investisseur pour une organisation de la sorte qui finalement est passé à 2 doigts de se faire acheter, je pense, 3 milliards par OpenAI. Ça ne s'est pas déroulé. Le CEO est allé chez Google par la suite. Il y a quand même une question à se poser, de se dire, en tant qu'investisseur, ça te met quand même dans une situation délicate, ce qui s'est déroulé ici. Ouais, celui-là, je pense que c'est quand même une très rare exception. Là, tu sais, donc, moi, je ne le regarde pas comme une tendance. C'est arrivé une fois. Tu sais, donc, je pense pas que ça va être un nouveau trend. Et tu sais, comme tu as dit, c'est plus peut-être potin, celui-là que je trouve une vraie tendance en tant que tel. J'ai lu un peu l'histoire et comme tu as dit, qui dit vrai, quand tu regardes un peu, tu lis les articles, tout le monde semble. Il n'y a personne qui semble. Il n'y a pas d'héros dans cette histoire-là. Je pense que tout le monde semble, à part les employés, je pense, tout le monde semble un petit peu coupable dans cette histoire-là. Tu sais, mais je pense que la partie où est-ce que tu as dit, est-ce que tu as peur, tu sais, est-ce que OpenAI va créer quelque chose qui va bouffer tout le SaaS ou whatever, tu sais, ultimement, moi, je le vois comme marché adressant. Tu sais, aujourd'hui, la technologie, tu sais, est dans, tu sais, je pense, 5 à 10 tu sais, 1000 milliards, là, les trillions en anglais, je pense, j'ai oublié le nom en français, mais ce chiffre s'apprête à augmenter d'une façon radicale. Tu sais, donc, en termes de pourcentage de l'économie. Donc, comme investisseur, hey, tu veux être quelque part ou est-ce que tu es derrière la vague? Absolument. Donc, excuse-moi, tu es en avant de la vague. Donc, c'est ça, c'est excitant aujourd'hui dans mon métier. Évidemment, je pense que c'est le AI qui va jouer un très grand rôle, mais c'est aussi l'intersection de plusieurs technologies. Intéressant. Quoi d'autre que tu vois en ce moment dans le domaine de l'investissement? Est-ce qu'il y a des tendances spécifiques que tu pourrais partager avec notre audience? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois en tech également qui seraient intéressantes de partager avec les auditeurs du podcast? Je passe beaucoup de temps à réfléchir à l'IA spécifiquement, c'est parce que c'est ça qui, je pense que est vraiment sur les lèvres de tout le monde. Je pense que là-dessus, il y a une chose je me surprends toujours quand je parle au monde, c'est le degré que je peux dire monsieur, madame, tout le monde, là, je veux pas être péjoratif, là, mais ne réalise pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Donc, je pense que Non, toi et hein? moi, Antoine, est toujours là-dedans, mais je pense que d'ici quelques années, ça va prendre une espèce ça va être dans la conscience populaire de façon beaucoup plus importante. Même si on parle pas d'avancée, d'un point de vue science-fiction, où est-ce que les algorithmes prennent de conscience. Juste aujourd'hui, si tous les développements s'arrêtaient, on a encore pour des années et des décennies de productivité et des gains. T'sais. Je vais prendre juste un exemple. Je pense que les personnes comprennent pas encore. Là. On est vraiment au tout début
de la voiture autonome. Donc, si tu regardes, il y a 5 ans, on était assez genre moins de 100 000 kilomètres conduits par des robots. Aujourd'hui, ça commence à être monté dans les millions de kilomètres conduits par des robots par année. Et donc, tu regardes aux États-Unis, aujourd'hui, c'est permis dans 5 villes, l'année prochaine dans 20, l'année d'après dans 50. Et on est au tout début de cette courbe exponentielle. Donc, juste dans la ville de San Francisco, si la fin de l'année, les Waymo, les voitures autonomes de Alphabet, Google, vont avoir plus que 2 tiers, presque 3 quarts du marché de tout ce qui est autopartage, les comptes Uber et Lyft. Donc, ils vont complètement écraser Uber et Lyft dans une seule ville, grande ville américaine. Donc, et ça, les robots. N'ont-ils pas un partenariat ensemble, les deux? Ben, aujourd'hui, c'est la coopétition, là, mais ils vont faire coopétition. un peu. Ah! Ouais. C'est bon, ça. C'est ça que je comprends, mais ça commence à se développer dans d'autres villes, dont Austin, LA, il y en a d'autres. Et donc, la voiture autonome est là. C'est juste une question de... Ouais. Ça va prendre encore quelques années pour ça se répand. Et je pense pas qu'on est encore prêt. On n'a pas encore fait notre compréhension de... Ça va être illégal pour que l'humain conduit. Tout ça, c'est les avancées en IA. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et l'autre partie, je trouve, en IA, c'est l'intersection hardware et software. C'est tout ce qui est robotique. Je regarde un peu ce qui se passe en Chine, spécifiquement, avec la robotique. Ils sont en train de dominer le marché. Ils vont déjà les leaders en voiture électrique. Et là, bientôt, ils vont être les leaders dans le domaine de la robotique. Si tu regardes les entreprises en particulier qui s'appellent Unitree, le robot humain qui va être à ta maison pour genre 5 à 10 000 $, c'est plus de la science-fiction. Donc, c'est vraiment littéralement que tu peux mettre sur un tableau et dire, OK, ça va arriver d'ici 5 à 10 ans. Donc, c'est pas très, très loin. Et donc, c'est pour ça que je dis le trend, pour moi, c'est comme, je pense pas qu'on réalise encore la puissance et la vitesse où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ça qui est intéressant avec ces poussées technologiques, c'est qu'elles avancent tranquillement et à un certain moment donné, tout se déroule en même temps. Et là, tu te retrouves avec, comme tu l'as mentionné, des robots chez toi, des voitures 100% autonomes dans les rues, des emplois qui n'existent plus parce que, soyons honnêtes, il y a aussi cette dynamique qui est en train de se mettre en place, des emplois qui vont disparaître à travers le temps. L'argument peut être mis en place également de se dire d'autres s'en créeront, mais bon, j'aurais tendance à croire, et peut-être même je serais curieux de t'entendre ici, qu'entre le moment où est-ce que beaucoup d'emplois vont tranquillement disparaître, et c'est déjà le cas, et que les nouveaux vont se créer grâce à l'IA, j'ai l'impression que les deux ne vont pas se faire en même temps et instantanément. Il va y avoir une genre de période de transition où est-ce que beaucoup de gens vont se retrouver avec des questions à se poser sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire même. Quelle est ta vision un petit peu sur ça? Ouais, je veux dire, il y a des personnes beaucoup plus éloquentes et intelligentes sur ce sujet que je lis, j'écoute, et donc je pense pas que j'ai une opinion très... Je veux dire, encore une fois, je peux pas prédire le futur, là. La seule chose, c'est que, oui, je peux pas cacher il va y avoir une perturbation. Il va y avoir de types d'emplois qui vont plus exister. Mais en même temps, on peut penser dans notre domaine ou comme mon ancien domaine, le rôle d'analyste SEO, ça n'existait pas en 1999. Donc, aujourd'hui, il y en a combien dans le monde? Pour marketing de performance. Je pense que ça va ouvrir des domaines complètement différents. On va aussi descendre le coût de la vie d'une façon très radicale sur plusieurs éléments. Donc, on a parlé du transport, ça va en être un, ça va être dans plein d'autres secteurs. Donc, le coût de la vie va descendre. Donc, je pense que je ne veux pas dire que tout va être beau et on va pas voir des dangers, mais je crois beaucoup que ça va être un net positif pour la société. Donc, mais encore, si tu dis ça au fermier au début des années 1900, que hey, tu vas perdre ta job, et c'est très plate pour cette personne-là. Donc, dans le cas spécifique, ça va être plate, mais en général, pour la société, je pense qu'on va avancer dans la bonne direction. Intéressant. Nectarios, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. On va continuer cette petite discussion-là le mois prochain. Le mot de la fin, avant que je te laisse filer, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles entre le moment qu'on se parle aujourd'hui et d'ici un mois ou je ne vais encore en attente? Je vais pas me prononcer. On va peut-être annoncer un deuxième investissement, donc ça, peut-être on va en parler la prochaine fois. Et quel a été le premier? Est-ce que j'ai raté quelque chose ici? C'était l'année passée. C'est une compagnie qui s'appelle Maxa AI. Donc, compagnie dans AI dans le domaine des ERP. Donc, et aide des entreprises à être beaucoup plus productifs avec leurs données de SAP, Oracle, NetSuite. Si vous connaissez plus ce monde, c'est quand même très arriéré. Donc, une solution très innovante à cet égard.
Fantastique. Nectarios, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.